في لبنان تحمي الدولة وتحمي الشعب وتحمي الوطن. Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous de l'info. Voici tout de suite les titres de ce journal. Les consultations politiques s'accélèrent au lendemain de la visite de John Kerry à Beyrouth. À l'image, le Premier ministre Tamam Salam qui a rencontré ce midi le chef du Parlement Nabi Berri à Ain Tinné. Le bloc parlementaire du courant du futur appelle le gouvernement à se mobiliser pour paver la voie à l'élection d'un nouveau président de la République. L'envoyé des Nations Unies au Liban, Derek Plumley, souligne à son tour la nécessité d'élire un chef de l'État dans les plus brefs délais. Il était au Grand Sérail ce matin où il a rencontré le Premier ministre Tamam Salam. Et à suivre dans ce journal, suite et fin du G7 à Bruxelles et au menu des discussions, l'Ukraine domine toujours. Les dirigeants menacent la Russie de nouvelles sanctions. Tamam Salam à Ain Tinné pour un entretien avec le président du Parlement Nabi Berri. Aucune information n'a filtré sur cette rencontre qui intervient au lendemain d'une visite éclair du secrétaire d'État américain John Kerry à Beyrouth et d'un tête-à-tête entre le chef de la Chambre et le leader du courant patriotique libre Michel Aoun. Tamam Salam a quitté Ain Tinné sans faire de déclaration à la presse. Le président du Parlement a également reçu en audience, vous le voyez, le ministre de la Santé, Wael Aboufaour. Plus tôt dans la matinée, le Premier ministre Salam s'était entretenu avec le coordonnateur spécial des Nations Unies pour le Liban, Derek Plumley, qui a souligné la nécessité d'élire un nouveau chef de l'État dans les plus brefs délais, comme l'a récemment affirmé le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, et le Conseil de sécurité. Le responsable onusien a par ailleurs redit le soutien de l'ONU au Premier ministre Tamam Salam et à son gouvernement. Il a en outre estimé nécessaire que le gouvernement puisse résoudre les défis auxquels est confronté le Liban et œuvrer avec ses partenaires internationaux conformément aux dispositions de la Constitution. Plumley a enfin redit l'engagement de l'ONU à soutenir le Liban afin d'alléger le fardeau représenté par les réfugiés syriens. Le Premier ministre Salam s'est également entretenu avec l'ambassadeur de Russie au Liban, Alexandre Zaspikin, qui a appelé les Libanais au dialogue afin d'élire un nouveau président, un président qui, selon Moscou, devrait être consensuel. Le diplomate russe a enfin salué l'action du gouvernement Salam en faveur de la sécurité et de la stabilité au Liban. Le chef du bloc parlementaire du courant du futur, Fouad Signoras, s'est entretenu ce matin avec l'ambassadeur des États-Unis au Liban, David Hale. Un entretien axé sur les conclusions de la visite du secrétaire d'État américain John Kerry à Beyrouth. John Kerry qui a déploré hier la vacance à la magistrature suprême et a appelé à l'élection d'un président fort dans les plus brefs délais. La rencontre entre Signoras et l'ambassadeur américain s'est achevée sans point de presse. Et le bloc parlementaire du courant du futur a une nouvelle fois appelé le gouvernement à se mobiliser pour paver la voie à l'élection d'un nouveau président de la République et mettre fin à la vacance à la magistrature suprême. Dans un communiqué publié à l'issue de sa réunion hebdomadaire, le parti de Saad Hariri a rappelé les devoirs constitutionnels du gouvernement, en tête desquels gérer les affaires de l'État et répondre aux besoins des Libanais. Le bloc du futur a par ailleurs salué la décision du ministre de l'Intérieur, Nohad Machnouk, de retirer le statut de ce réfugié à tout Syrien qui se rendrait en Syrie. Une initiative en faveur de l'organisation du flux de réfugiés syriens en territoire libanais, toujours selon le bloc parlementaire du courant du futur. C'est une bonne nouvelle et le ministre des Finances en fera l'annonce demain lors d'une conférence de presse. Ali Hassan Khalil a enfin bouclé le projet de budget pour l'année 2014. Cela faisait 8 ans que le gouvernement libanais n'avait pas fixé la trajectoire des finances publiques de l'État. Dans un entretien accordé à nos confrères d'As-Safir, le ministre des Finances a indiqué qu'il était nécessaire de contrôler les dépenses de l'État afin de contrer les risques liés à l'absence de budget. Khalil a par ailleurs précisé que la nouvelle loi de finances n'imposera pas de taxes supplémentaires aux Libanais. Avec nous en ligne, Salim El-Sayer, ancien ministre. Bonsoir, monsieur El-Sayer. Bonsoir, Serge. Alors peut-être commenter rapidement justement cette nouvelle, le budget 2014 qui est enfin prêt. À votre avis, est-ce une victoire pour le gouvernement Salam? C'est une victoire, mais il faudrait attendre un peu plus maintenant pour annoncer la victoire, parce qu'il faudrait que
la trajectoire, comme vous l'avez définie dans votre présentation, soit consommée. Il n'y a pas de trajectoire réelle maintenant, puisque ce n'est pas la première fois depuis 8 ans que le projet a été fait déjà à plus d'une fois, et notamment dans le gouvernement où j'ai siégé avec M. Saad al-Hariri. Il y avait eu 2 projets de budget qui ont été envoyés pour 2 années consécutives, mais finalement le jeu au Parlement a fait que tout a été bloqué, hein. Donc il n'y a pas de projet sans Parlement. La question qui pourrait pointer d'ores et déjà, c'est que est-ce que le Parlement va pouvoir légiférer pour entériner cette loi? Parce qu'il ne suffit pas que le ministère des Finances fait son projet, il faut que le gouvernement l'approuve, et ensuite il faudrait que le Parlement se prononce sur ce projet. Or, en l'état actuel des choses, nous voyons les blocages ici ou là pour des raisons différentes et légitimes qui pourraient empêcher finalement est-ce que cette bonne nouvelle annoncée devienne une réalité plus tard. Monsieur El Sayer, l'autre temps fort de l'actualité au Liban, c'est bien sûr cette visite éclair du secrétaire d'État américain John Kerry. Quelle lecture faites-vous justement de ce déplacement éclair à Beyrouth? Et à votre avis, est-ce qu'il facilitera donc et pavera la voie à l'élection d'un chef de l'État avant en tout cas lors de la séance du 10 juin? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Américains veulent insister sur le thème favori maintenant de l'ancien nouveau terme, la stabilité du Liban. Stabilité du Liban, mais ce n'est pas une stabilité qui pourrait mettre non plus le Liban dans le giron des évolutions régionales, car nous voyons comme un changement, une bascule dans le rapport des forces régionales, même si cette bascule peut n'être que temporaire, mais il y a un certain basculement en faveur du régime syrien, un certain basculement en faveur des intérêts iraniens dans la région, et je crois que la visite de M. Kerry est tout à fait symbolique dans la mesure où il vient dire que, attention, le Liban ne partira pas dans l'un ou l'autre des axes, le Liban devrait rester neutre et stable en même temps. Et surtout élire un président fort, Monsieur Sayer. Que signifie fort, en tout cas, à votre avis, pour le... Nous ne savons pas véritablement si aujourd'hui la voie est pavée pour qu'il y ait un président fort. Tant qu'il y a blocage du Parlement, du quorum au Parlement, par le courant du futur et ses alliés, c'est-à-dire le Hezbollah, le courant du patriotique libre, vous voulez dire. Comment faire arriver un président fort. Et en tout cas, pour votre camp, le camp des Kataeb, est-ce que vous allez en tout cas soutenir justement l'élection d'un président qui ne serait pas nécessairement consensuel, ou bien vous êtes plutôt pour l'élection d'un président consensuel? Notre position est connue. Je la répète, qu'il faudrait qu'un gouvernement un président puisse gouverner au Liban, et que son gouvernement ne soit pas simplement à tout moment le fruit d'un consensus, c'est-à-dire le fruit d'une approbation plutôt de toutes les parties. Il faut que le président de la République du Liban soit un président fort par sa liberté d'action, oui, capable d'initier dans le pays les perspectives d'avenir, et non pas d'être otage d'une quelconque entente qui pourrait finalement faire du président de la République une simple résultante des rapports des forces en place. Salim El Sayer, ancien ministre, merci pour votre intervention. Et restez des nôtres au retour de la pause. Les réactions se multiplient au lendemain de la réélection sans surprise de Bachar el-Assad.
Retour sur le plateau de l'info, Bachar el-Assad remporte sans surprise l'élection présidentielle syrienne pour un mandat de 7 ans avec 88,7% des suffrages. Ses deux adversaires, des inconnus, récoltent à deux 7% des voix. À Damas, l'annonce des résultats a été saluée par des tirs de joie, vous le voyez, et qui ont fait 3 morts. En banlieue, il y aurait eu des affrontements avec l'opposition armée dans la soirée. Ce scrutin controversé, qualifié de farce par l'opposition et les pays occidentaux, aurait enregistré une participation de 73%, un chiffre difficile à croire dans ce contexte de guerre civile. Et alors que la campagne électorale a surtout eu lieu à Damas. Pour le secrétaire d'État américain John Kerry, il s'agit tout simplement d'une non-élection. La représentante de la diplomatie européenne, Catherine Ashton, a qualifié, elle, le scrutin d'illégitime. Mais pour Moscou, il n'y a pas de raison de mettre en doute la légitimité de cette élection. Pour le chef de la coalition nationale syrienne, Ahmad Jarba, les dictateurs ne sont pas élus. Ils gardent le pouvoir par la force et la peur. Fin de citation. C'est le ministre israélien du logement Uri Ariel, un ultranationaliste lui-même colon, qui a annoncé la nouvelle, la construction de 1100 nouveaux logements dans les colonies de Cisjordanie et la construction de 400 logements à Jérusalem-Est. Les Palestiniens entendent interpeller le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale de l'ONU. Pour le ministre israélien du logement, ces nouvelles constructions représentent la réponse sioniste appropriée au nouveau gouvernement d'unité palestinien qu'il qualifie de terroriste. Composé de personnalités indépendantes, le nouveau cabinet palestinien soutenu par le Hamas a pourtant été accueilli favorablement par l'ensemble de la communauté internationale. Suite et fin du G7 à Bruxelles, les dirigeants des pays les plus industrialisés sont réunis ce jeudi pour un déjeuner de travail. Et au menu des discussions, l'Ukraine domine toujours, même si d'autres thèmes figurent officiellement sur l'agenda. L'économie mondiale, le développement en Afrique ou encore l'énergie, avec une question qui fait écho à la crise ukrainienne. Grand absent du G7, Vladimir Poutine, qui n'était pas aux côtés des dirigeants français, allemands, britanniques, japonais, américains, italiens et canadiens. Tous appellent la Russie à retirer ses troupes près de la frontière et à stopper le flux d'armes et de militants dans les zones sensibles sous peine de nouvelles sanctions. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, Elisabeth II en France pour une visite d'État de 2 jours. Un déplacement exceptionnel préparé de longue date et qui coïncide symboliquement avec les commémorations du débarquement en Normandie. Au menu, cérémonie en grande pompe à l'Arc de Triomphe, descente des Champs-Élysées, escortée par la garde républicaine, avant un entretien au Palais de l'Élysée avec François Hollande. À une semaine du coup d'envoi de la Coupe du Monde, le climat social se tend au Brésil, à Sao Paulo, qui accueille le match d'ouverture. Les employés du métro ont décidé de se mettre en grève illimitée. Les grèves de chauffeurs de bus se multiplient aussi dans les grandes villes comme Salvador et Rio de Janeiro, sans compter les manifestations régulières de Brésiliens qui protestent contre les quelques 10 milliards d'euros investis par le gouvernement dans ce mondial. Il y a 25 ans, Pékin réprimait dans le sang l'élan démocratique de Tiananmen. Seul Hong Kong, l'ancienne colonie britannique redevenue chinoise en 1997, a eu le droit de manifester. Pékin fait tout pour que les Chinois oublient le mouvement pour la démocratie. L'assaut avait fait plusieurs centaines de morts et jusqu'à plus de 1000 selon des sources indépendantes. Malvat Purna, jeune indienne de 13 ans, serait la plus jeune femme à avoir gravi l'Everest. Issue d'une famille modeste, elle dit n'avoir jamais fait d'alpinisme avant cette expédition qui l'a conduite il y a une dizaine de jours sur le toit du monde. L'ascension a été homologuée par une association d'alpinistes au Tibet. Malvat Purna aurait gravi l'Everest en passant justement par le versant tibétain. Par cet itinéraire, il n'y a pas de limite d'âge, à la différence du versant népalais où là, les autorités locales ont interdit l'accès à l'Everest aux jeunes de moins de 16 ans. Et c'est ainsi que se referme cette édition. Tout de suite, le rappel des titres. Les consultations politiques s'accélèrent au lendemain de la visite de John Kerry à Beyrouth. À l'image, le Premier ministre Tamam Salam qui a rencontré ce midi le chef du Parlement, Nabi Berri, à Ain Tinné. Le bloc parlementaire du courant du futur appelle le gouvernement à se mobiliser pour paver la voie à l'élection d'un nouveau président de la République. L'envoyé des Nations Unies au Liban, Derek Plumley, souligne à son tour la nécessité d'élire un chef de l'État dans les plus brefs délais. Il était au Grand Sérail ce matin où il a rencontré le Premier ministre Salam. Et suite et fin du G7 à Bruxelles et au menu des discussions, l'Ukraine domine toujours. Les dirigeants menacent la Russie de nouvelles sanctions.
En mon nom et au nom de mon réalisateur Youssef Sekan, merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur notre antenne. Vous retrouverez Noura El à la barre des 2 prochains JT. À très bientôt.